Bonjour, écoutez, j'ai été malade pendant 2 jours, un coup de grippe, pas en forme du tout pour m'exciter sur des sujets comme ZFE ou autres, étant donné que j'étais ramolli pendant ces 2 derniers jours. Et du coup, j'ai exploré d'autres voies et j'ai exploré une voie historique qui est celle de la collaboration des communistes durant la dernière guerre mondiale. Vous savez qu'il y a eu le pacte germano-soviétique qui a permis aux communistes de collaborer avec les nazis, et la collaboration a été jusqu'à saboter le matériel militaire français au début de la Seconde Guerre mondiale. Les communistes, les syndiqués et la CGT sabotaient du matériel, des avions, des tanks, on va écouter ça, dans les usines françaises, du matériel qui servait, bien entendu, à se défendre contre l'invasion des Allemands. Ça, on ne le vous dit pas. Ça, vous ne l'entendez pas, nulle part. Et quand vous tirez la ficelle, vous savez, le fil, quand vous le tirez et que le fil de l'histoire, et que vous entendez des vrais historiens, hein, comme ce monsieur qui est agrégé d'histoire, monsieur Jean-Marc Berlière, quand vous l'entendez, vous vous dites « waouh ». Donc vous avez en description l'entretien avec Paul-Marie Couteau, qui dure assez longtemps. Vous avez le lien si ça vous intéresse. Mais moi, je vous ai choisi un extrait et on va l'écouter ensemble, si vous le voulez bien. Alors ça, pas un mot, hein. Et quand j'ai écrit ça, alors c'est très, très curieux, c'est un historien américain qui m'a dit « mais non, vous exagérez, etc. » Américain. Moi, écoutez, j'ai lu les enquêtes, hein, qui sont menées notamment par un grand criminaliste de l'époque qui s'appelle Edmond Locard, et qui montre très bien, par exemple, que ces fameux tubes, les canons anti-chars de 25 mm qui traversaient de part en part, hein, les Panzer, qui étaient de la tôle, là, il faut quand même bien le dire, eh bien, étaient sabotés par un mélange d'acide, et qui était toujours au même endroit dans les tubes. En fait, ils reconstituent, c'est-à-dire que le saboteur ou les saboteurs communistes, bien sûr, mettent de l'étoupe qu'ils trempent dans ce liquide corrosif et le font pénétrer dans le canon, et c'est pour ça qu'au même endroit, les canons explosent. Bref, on peut multiplier les exemples, hein, les épiscopes de chars qui étaient sabotés quand les tankistes français reçoivent des chars, ils peuvent plus, il n'y a plus d'épiscopes. Les avions Curtiss dont les tableaux de bord qu'on avait achetés aux États-Unis ont été martelés, etc. C'est ce qu'on appelle le défaitisme révolutionnaire. Comment a-t-on pu passer sur l'ampleur des dégâts des destructions de la CGT et des communistes dans les industries d'armement français à partir du pacte Staline-Ribbentrop, c'est-à-dire quand même de l'été 39. C'est un sujet scandaleux, il faut bien que vous compreniez. Il est énorme. Surtout quand à partir de la libération, mais même avant, le Parti communiste se présente comme le premier parti résistant, le plus important, le parti aux 125 000 fusillés, non 75 000, non 50 000, non 25 000. Et il y en a eu ils ne sont pas tous communistes, un peu plus de 4 000. Enfin, cette hyperbole, cette manière... De 125 000 à 4 000, il y a une marge. Hein. Et puis surtout, enfin bon, ils entrent tardivement. J'ai découvert, vous savez, l'habitude des archives. Et des archives de police. Je savais que, bien évidemment, les communistes, hein, Torres est à Moscou, Duclos est dans la clandestinité, Frachon, tout ça, ils sont entre Bruxelles et Paris, ont essayé de faire reparaître l'humanité. Cette négociation dont on parlait, mais qui était un sujet complètement tabou, en juin
1940, Maurice Tréand, hein, pour le citer, c'est celui que tout le monde appelle le Gros, c'est son surnom, et son pseudo. Un chef communiste, donc. Ah ben, c'est le chef des cadres. Les cadres, c'est la police du parti. J'ai rencontré pas mal d'anciennes communistes, ou encore communistes, qui me disaient, on l'appelait entre nous la GPU. On en avait peur. Eh bien, Tréand envoie sa secrétaire avec des notes. Hein, elle deviendra sénatrice à la Libération. Hein, elle est secrétaire, donc elle écrit en sténo et tout. Les arguments qu'il va falloir défendre auprès de la Propagandastafel au début juillet 1940 pour faire reparaître l'humanité. Protégée par l'Allemagne. Comme je sais que Maurice Tréand a été arrêté par la police française au mois de juin, très proche de l'imprimerie qui imprimait l'Humanité, je me suis dit, il va y avoir quelque part des traces de cette arrestation, un procès verbal, des interrogatoires et tout. Bon, je trouvais pas grand-chose, ou même rien, et puis personne n'avait jamais écrit là-dessus. Et puis, bingo, si vous voulez, l'habitude je deviens très familier des pratiques policières. Je me dis, ça va être aux archives de Paris, ce qu'on appelle boulevard Serrurerie, hein, les années 75 entre nous. Non, pas du tout de la police, non, les archives de la ville, enfin du département, puisque la ville et le département se confondent, et qui a conservé les archives judiciaires. Et donc, bingo, je trouve dans les inventaires la trace de l'arrestation de Maurice Tréand, que les Allemands feront libérer, hein, comme des centaines d'autres militants communistes. Ils arrivent dans les prisons, les Allemands, ils recherchent les militants communistes et ils les libèrent. Donc, plusieurs centaines. Et donc... Plusieurs centaines de communistes libérés par les nazis, communistes qui collaboraient, bien entendu, avec le pacte germano-soviétique. Et toute cette histoire est faramineuse. Quand vous découvrez, quand vous entendez ça, vous vous dites c'est pas possible. Il y a une telle propagande aujourd'hui pour faire croire que c'est l'extrême droite qui était à l'œuvre, qui collaborait, alors qu'en réalité nous avons une collaboration des communistes, et que parmi les résistants, il y avait beaucoup, parmi les résistants de la première heure, il y avait bien sûr des socialistes, mais il y avait aussi des royalistes. Et ça, on oublie de le dire aussi. Alors du coup, à la Libération, on a tout effacé, on a refait l'histoire, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on vit dans un mensonge. Et il y a quelque chose dans l'ADN du communisme qui est terrible, c'est son parti pris toujours pour le parti de l'étranger. Et on le voit aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon, qui est en train de soutenir l'effroyable régime algérien, qui est vraiment un régime, même les Algériens seraient aptes à le considérer comme tel. C'est un régime autoritaire, une dictature, un régime odieux avec la France qui fait sa rente sur un esprit de revanche et de rancœur à propos de la France, alors qu'en réalité ils viennent se faire soigner en France, ils bénéficient de nos hôpitaux, ils sont même pas capables d'avoir des hôpitaux chez eux qui les soignent correctement, ils sont obligés de venir en France. Vous avez toute cette corruption de l'intelligentsia et du pouvoir algérien qui profite de la France, et puis l'Algérie, les Algériens crèvent la dalle, enfin bref, c'est un pays qui est en ruine, et en plus ces gens-là donnent des leçons de morale à la terre entière, enfin c'est la folie. Donc on voit bien que Mélenchon, si vous voulez, cherche comme dans son ADN, si vous voulez, toujours cette substance de la collaboration avec l'ennemi contre la France. Ils ont ça dans leur ADN, et ça on ne peut pas le nier. Donc du coup, cet entretien, vous allez voir, vous allez être stupéfait. Et vraiment, cet épisode-là, avec ce historien de Paul-Marie Couteau, vous allez voir, c'est extraordinaire, c'est une leçon d'histoire revisitée avec quelqu'un de sérieux, parce qu'il est agrégé en histoire. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.